joueur de foot professionnel. À l'âge de 36 ans, en 2008, il met un terme à sa carrière après 2 saisons au FC Barcelone et se consacre, entre autres, à la fondation qu'il a créée avec pour objectif l'éducation contre le racisme. Auteur de plusieurs livres, Mes étoiles noires, Des histoires pour tout savoir, Nelson Mandela, Pour l'égalité, et même une bande dessinée, tous super-héros, Lilian Thuram s'est vu remettre le titre de docteur honoris causa de l'université de Stirling en Écosse, ainsi que de l'université de Stockholm en Suède. Lilian Thuram nous fait l'immense honneur d'être avec nous aujourd'hui pour nous aider dans l'éducation contre le racisme et nous parler de son dernier livre, paru en octobre dernier, La pensée blanche. Merci infiniment, Lilian, d'être avec nous aujourd'hui. Et je pense qu'on peut l'applaudir. J'aimerais maintenant présenter donc notre deuxième invité, Jasmine Spencer. So Jasmine Spencer is an American soccer player who plays as a forward for OL Reign in the National Women's Soccer League. She previously played for Orlando Pride, Western New York Flash, and the Washington Spirit, Sydney FC, Canberra United, and Melbourne City in the Australian W League, Cypriot side Apollon Limassol in the 13-14 UEFA Women's Champions League, and also in the 12-13 UEFA Women's Champions League. Jasmine Spencer was born and raised in Long Island, New York, and attended Bay Shore High School, where she played soccer and ran track. Spencer was twice named the high school team's most valuable player and served as captain. She led the team in scoring and assists for 4 seasons and set the school record for career goals. She played club soccer for the Alberton Fair in '90 and won 3 consecutive state championships with the team. Jasmine Spencer is also engaged in our community against racism as an individual and with her current team, the OL Reign. She also created Jazz It Up, which is a sustainable clothing brand. Jazz It Up challenges current fashion industry standards by producing ethical and sustainable apparel and inspires people to lead a sustainably conscious life. So thank you very much to the OL Reign and Vincent Bertillot, who is also a first parent and a vice president of the OL Reign, for allowing us to have you with us today and to hear your perspective on racism and our necessary collective action to fight it. Welcome, bienvenue, Jasmine Spencer. And now I would like to turn it over to Deborah Worrell, who is our Director of Admissions and Tuition Assistance at the French-American School of Puget Sound. And it's also thanks to you that we are here together. And thank you so much for coordinating this panel discussion. Merci, Eric. Pour vous expliquer comment les choses vont se dérouler, donc, nous avons beaucoup de nos jeunes élèves qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, peut-être qu'1 heure et demie de conférence sera un petit peu long pour nos plus jeunes élèves de 6, 7 et 8 ans. Donc, nous avons décidé de commencer cette conférence avec les questions de nos élèves, à vous, Lilian, et vous, Jasmine. Donc, vous avez beaucoup de questions pour vous, comme vous pouvez vous en douter. Et puis, la deuxième partie de la conférence sera menée par Richard et on se tournera et discutera sur votre livre, Lilian. Donc, certaines de ces questions, donc les questions ont été écrites par nos élèves. Certaines questions sont en français, certaines sont en anglais. Donc, on va vous les poser dans la langue dans laquelle les élèves ont choisi de vous les poser, mais ce sera traduit à chaque fois, soit en anglais, soit en français. Alors, la première question, et je ne sais pas si vous… Oui, Lilian. J'aimerais juste dire que je n'ai pas la traduction quand c'est de l'anglais au français. C'est-à-dire que si un Français ou une Française parle anglais, je comprends. Mais si quelqu'un d'autre de langue maternelle parle anglais, ça va être très compliqué. Et pour l'instant, nous n'avons pas la traduction. Alors, est-ce que vous voyez l'icône Interpretation sur le bas de votre écran? Oui, c'est celle-là. On a mis sur anglais. On a mis sur français. Il faut que ce soit mis sur français. Est-ce qu'elle est bien sur français? On a mis sur français. Mais quand tout à l'heure, vous parliez anglais, ça ne traduisait pas. Je comprenais, mais il n'y avait pas de traduction. Alors, est-ce que nos traducteurs ont bien commencé? Oui. Jean-Jacques, est-ce que vous avez commencé la traduction?
Allô, Jean-Jacques, est-ce que vous m'entendez? Écoutez, Jean-Jacques, on l'a entendu, mais une fraction de seconde. D'accord. Céline, vous… Là. Ah, pour l'instant, vous n'avez pas commencé? Non, pour l'instant, non. Ah, ben d'accord, ok, super. Brian, can you make sure, please, that Okay. on the interpretation has started? Ouais. It has, yeah, Okay. but I didn't hear. I only heard a brief sound. I'm not hearing a constant, somebody talking. So I'm not sure. Okay. Il y a un problème, Lilian, si à un moment la traduction ne fonctionne pas, n'hésitez pas à nous le dire et puis on traduira. D'accord, ok. Tous les En fait, panélistes nous traduiront. non, mais écoutez, je pense qu'en fait, il n'avait pas commencé à traduire. Et c'est pour cela que j'avais l'impression que ça ne fonctionnait pas, en fait. En fait, vous n'entendrez qu'une seule langue. En fait, quand je parle français, vous n'entendrez pas la traduction en anglais. D'accord. Vous n'entendrez que… Oui, parce que c'est peut-être ça, vous ne pouvez choisir qu'une seule langue traduite. Non, tout à l'heure, en fait, il y a quelqu'un qui a parlé anglais, mais il n'y avait pas de traduction. Bon, d'accord. Ok, Donc, mais il y a pas… si… Excusez-moi, c'est normal, ça va fonctionner. C'est que quand la personne qui est sur le panel est en train de parler, il faut que le traducteur commence à parler pour que sa voix fonde. Ok, d'accord. Voilà, donc ça va bien se passer. Normalement, il n'y a pas de souci technique. Ok, super. Surtout, please, you, Jasmine, tell us also if you don't hear the translation. Et vous aussi, Lilian, si ça ne fonctionne pas, redites. Ok, génial. Ok. Merci. So the first question, either for you, Jasmine, or you, Lilian, d'où vient le racisme de l'un de nos élèves de CP? Where racism is coming from. Ben, écoutez, on va laisser Jasmine commencer peut-être. So do you want to start, Jasmine? Sure. I think that the root of racism really comes from a little bit of ignorance and miseducation. I think here in America, we have a very long history of it, dating back to slavery. And as the country progressed, the mindset that kind of existed when slavery existed didn't necessarily evolve as the country did. And so there are lots of systems in place that are kind of still rooted in discrimination and separating people based on their race. That's my idea of it. Thank you, Jasmine. Maybe? Lilian, est-ce que vous voulez aussi nous répondre à cette question? Oui, bien sûr. Ben, je dirais aux enfants que le racisme, c'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'on est blanc, qu'on est noir, en fait, on ne se rend pas compte, c'est que nous sommes dans des habitudes historiques. C'est-à-dire que le racisme est lié à une histoire racontée. Et depuis des siècles, malheureusement, on a construit l'idée que selon votre couleur, vous aviez des caractéristiques. Et on a construit l'idée que lorsqu'on est blanc, on est mieux que lorsqu'on n'est pas blanc. Et donc, les enfants grandissent comme ça, sans y faire attention. C'est-à-dire que c'est une histoire qui a été racontée de génération en génération et qui arrive à eux sans s'en rendre compte. Et eux-mêmes, par exemple, ils pensent ne pas avoir de préjugés racistes, mais comme il y a une histoire qui est beaucoup plus ancienne qu'eux, ils reproduisent des schémas. C'est comme lorsqu'on dit « tu es un homme, tu es une femme », ils ne se rendent pas compte, mais le fait qu'il y ait deux catégories, on a tendance à croire qu'il y aurait une catégorie qui serait mieux. Et lorsqu'on parle de femmes ou d'hommes, on a tendance à éduquer les enfants à croire que la catégorie qui devrait prendre, par exemple, les décisions dans la famille, eh ben, ce sont les hommes. Et le racisme, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a divisé les gens selon des prétendues couleurs de peau.
Et nous sommes dans cette histoire-là. Les enfants, excusez-moi, les enfants, ils ont quel âge qui posent ces questions? On aurait dû vous le dire, Lilian. Donc, les enfants qui nous écoutent ont entre 6 ans et 14 ans. Ok, très bien, très bien. Jusqu'à 14 ans. Et là, c'était une question de CP, donc 6-7 ans. Voilà, c'est juste pour leur donner, par exemple, l'idée de… Par exemple, pour les enfants de cet âge-là, il faut leur expliquer quelque chose. Par exemple, les enfants, très souvent, on dit qu'il y aurait des blancs, des noirs, mais en fait, ce n'est pas tellement vrai qu'on réfléchit. Je dis souvent, est-ce que vous avez déjà vu une personne de couleur blanche comme cette feuille? Ben non, ça n'existe pas. Et donc, vous-même, si vous vous dites blanc, vous devez savoir qu'en fait, vous êtes beige. Mais on a construit l'idée qu'il y avait des blancs, qu'il y avait des noirs, qu'il y avait d'autres couleurs, juste pour faire une hiérarchie entre les personnes. Donc, n'oubliez jamais que vous êtes des êtres humains avant tout. Et ne tombez pas dans le piège de parler entre catégories, parce que sinon, vous allez reproduire des schémas de pensée. Essayez d'adapter. Jasmine, so basically, that's what when you refer to people of color in your book, quand vous parlez des personnes de couleur, donc au final, ce que vous voulez dire, c'est que tout le monde est une personne de couleur. Ben exactement, et c'est surtout que les couleurs que nous utilisons sont fausses. C'est une invention. C'est-à-dire, comme le blanc est une invention et le noir est une invention, c'est-à-dire on a construit cette invention pour diviser, pour hiérarchiser les gens. Autre question pour vous, Lilian, and you, Jasmine, another question from our students. Est-ce que le racisme augmente? Do you think that racism is increasing? Shall we start with you, Jasmine? I don't necessarily think that it's increasing. I think that it's becoming more apparent that it exists. And I think a lot of people maybe didn't understand or want to understand that it existed. And, you know, given the events that have been occurring this year, it's come more to the forefront and became an issue that we can no longer ignore or pretend that it doesn't exist. But I think it's always been here. And I think people who believe in that mindset have been very bold in showcasing that they believe that mindset. And I think that that's something that in recent years we haven't seen as much as we've seen, but I don't think racism is increasing. It's more just coming to the forefront of everyone's attention again. Thank you, Jasmine. Qu'en pensez-vous, Lilian, vous qui, dans votre livre, justement, avez parlé de l'évolution du racisme au fil du temps et en remontant jusqu'à l'Antiquité? Écoutez, il faut dire aux enfants qu'il y a de moins en moins de racisme. Ça, c'est très important. Tout d'abord, pourquoi? Il faut quand même qu'ils sachent qu'il fut un temps, tous les enfants de couleurs différentes ne pouvaient pas se retrouver dans une même classe d'école. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les enfants dits de couleur noire n'avaient pas accès à toutes les écoles. Les personnes de couleur dite noire ne pouvaient pas avoir tous les postes, n'importe quel métier en fait. Il n'y avait pas de mélange. Et donc, ça veut dire qu'il faut dire aux enfants, il y a de moins en moins de racisme. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu des hommes et des femmes qui ont dénoncé les injustices, qui ont toujours expliqué que ce n'était pas juste de dire que si vous avez une certaine couleur de peau, vous ne pouvez pas être ensemble, travailler ensemble, vivre ensemble, vous marier. Et aujourd'hui, il y a encore du racisme, malheureusement, et il faut continuer à dénoncer les inégalités. Parce que malheureusement, comme de tout temps, il y a toujours eu des gens pour dénoncer le racisme, de tout temps, il y a toujours eu des gens aussi qui ont voulu qu'il n'y ait pas de relation entre personnes selon la couleur de la peau. Il y a toujours eu des gens qui ont dénoncé le fait qu'il y aurait plus d'égalité. Il y a des gens qui ne voulaient pas plus d'égalité dans la société.
Donc, il faut dire aux enfants que l'égalité, c'est quelque chose qui se gagne, ça ne se donne pas. Parce que, historiquement, ceux qui sont dominants ne veulent pas changer les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement sur le point du racisme, lorsqu'on parle du sexisme, ça veut dire de la relation de domination des hommes sur les femmes, c'est exactement la même chose. Il y a de moins en moins de sexisme, mais il y a toujours des hommes qui ne veulent pas l'égalité avec les femmes. Donc, lorsqu'ils vont grandir, ils vont devoir choisir dans quel camp ils se trouvent. Soit je dénonce le racisme pour qu'il y ait plus d'égalité, soit je ne fais rien, sachant que si on ne fait rien, eh ben, on laisse les inégalités perdurer dans la société. Lilian, Deborah? Another question for you both. When was the first time you noticed or experienced racism in your life and or the idea of white privilege? Ça a été traduit, Lilian? Quelle a été donc la première fois où vous avez pu expérimenter le racisme et comprendre l'idée de privilège blanc ou de pensée blanche? Do you want to start, Jasmine? My parents have been teaching me about racism and the inequities in the world ever since I was a really young child. I think the first time that I understood it firsthand was I was about 14 and I went to a sleepaway soccer camp, and I was the only Black girl there. And I was staying with another team, and the parents of the other girls took the mattress that was of the girl who was supposed to be my roommate at the camp out of the room, and they put it on the floor of another room because they didn't want her sleeping in the same room as me. They would rather their daughter sleep on the floor of another room than in the same room that I was in. And my parents weren't able to drop me off to that camp, but I remember calling them and crying and being really upset that not just the girl, but her parents would rather her sleep on the floor than share a room with me. And I was 14 at the time. So that was the first time where I was really, I guess, introduced to the fact that people will not like me just because of the color of my skin. Thank you. Very emotional for me to hear that. And you, Lilian, I know that you're speaking about it. Vous en parlez dans votre livre. Donc, première fois que vous avez compris ou fait l'expérience du racisme. La première fois que j'ai fait l'expérience du racisme, c'était dans une classe de CM2 à Bois-Colombes. Et j'étais en CM2 et je dis souvent que je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. C'est à l'âge de 9 ans, en arrivant à Paris, que des enfants de la classe de CM2 m'ont insulté de sale noir. Et en fait, ça m'a provoqué comme, vous savez, comme si on vous agressait, mais à l'intérieur de vous, comme s'il y avait une morsure et qu'il y avait une blessure, mais que personne ne voyait et que vous ressentiez. Et donc, c'est la première fois et je me souviens que je suis rentré à la maison en demandant à ma maman, en fait, pourquoi en fait ils pensent que les personnes noires sont inférieures? Et je dis très souvent que ma maman, malheureusement, n'a pas su me répondre. Elle m'a dit, c'est comme ça, les gens sont racistes, ça ne va pas changer. Et donc, c'est d'une violence quand vous qu'on ne vous explique pas en fait d'où ça vient. Et moi, je reste persuadé que ces enfants-là, eh ben, je ne suis pas sûr que leurs parents leur ont enseigné que j'étais inférieur à eux. Je pense qu'ils ont déduit cela en recevant des informations inconscientes qui leur permettaient de dire « toi, tu es noir », mais en me disant que je suis noir, eux, ils disaient qu'ils étaient blancs. Attention. Et eux, ils disaient qu'être blanc, c'était mieux. Donc, c'est la première fois à l'âge de 9 ans.
Merci. Thank you to both of you. The next question is, que pensez-vous du mouvement Black Lives Matter? So what do you think of the movement Black Lives Matter? La vie noire compte. Jasmine? I think the movement is very important. I think, you know, it's like this generation's civil rights movement, and the goal of the movement is to, one, bring awareness that there are still injustices and inequities for Black people in this world, and two, to fight towards creating better policies so, you know, that we can have the same rights as our white counterparts. I think there are multiple parts to the movement. You know, there's the part that really pushes toward change in government and policies, and then there's a social aspect that really promotes unity, and not just amongst the Black community, but with all people coming together to fight for basic human rights. And I think that that's really special and needed. Thank you, Jasmine. Que pensez-vous, Lilian, du mouvement Black Lives Matter? Écoutez, je pense que Jasmine a dit quelque chose de très important, en fait. Parce que très souvent, on ne se rend pas compte que ce mouvement-là n'est qu'une continuité historique, en fait. C'est d'une continuité historique qui fait que ce mouvement continue à dénoncer les injustices, en fait. Continue à dénoncer la hiérarchie qu'il y a dans les sociétés entre les personnes blanches et les personnes non blanches. C'est une continuité historique. Et chaque génération doit faire ce travail-là. C'est pour cela que je dis qu'il faut faire très attention. Il n'y a pas de personne neutre. Soit vous combattez le système pour rendre le système plus égalitaire, soit vous ne faites rien. Si vous ne faites rien, c'est qu'en fait, vous acceptez les inégalités dans la société. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent pouvoir être neutres. Non, vous ne pouvez pas être neutre. Et donc, c'est vraiment un processus historique qui va nous emmener à un moment donné qu'on va dépasser le racisme. Et ça, on va y arriver parce qu'il y a des gens de bonne volonté. Et ce que Jasmine dit, ça aussi, c'est très important. Dans ce mouvement, il y a beaucoup de personnes de couleurs différentes. Hein. Parce que ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que je pense que chaque génération, on a toujours vu les combats pour l'égalité menés par des personnes de couleurs différentes. Et ça, c'est très, très important. C'est une dénonciation parce qu'en règle générale, le racisme perdure dans une société parce que les institutions permettent que ça continue. Voilà. Merci Lilian. Nous avions une question d'un de nos élèves vraiment pour vous qui demande si ça a été difficile émotionnellement d'écrire votre livre. C'est une très très bonne question. Ça a été effectivement difficile, oui. Tout d'abord parce que lorsque j'écris, c'est pour l'enfant que j'étais en fait. Quand j'écris pas mal de mes livres, c'est un cadeau que j'aurais aimé avoir eu lorsque j'étais enfant. Mais je sais aussi que c'est parfois extrêmement compliqué de se faire comprendre. Parce qu'il y a des personnes qui veulent sauter sur une seule incompréhension pour vous discréditer. Et donc, oui, effectivement, c'était difficile parce qu'il fallait faire très attention à ce que vous écrivez pour que les gens puissent comprendre exactement que c'est un livre positif qui doit nous emmener à réfléchir sur ce sujet-là. Donc, ça a été compliqué. Je suis très content parce que je pense que la grande majorité des gens ont compris le discours, dont je suis très satisfait. Merci Lilian. Eric, avant que tu continues, je veux juste te dire que nous allons changer de traducteur. Donc, Céline va prendre le relais un petit peu. D'accord, merci Déborah. Alors évidemment, on a tellement de questions à vous poser, mais il va falloir qu'on fasse un choix. Alors je prie nos élèves de nous excuser, mais
on essaye de regrouper les questions. La question suivante, c'est une question qui nous vient de nos élèves qui vont bientôt aller au lycée. Et donc, je vais la poser, elle est posée en anglais, donc je vais la poser en anglais. Elle s'adresse à Jasmine et à Lilian. Donc, you are well-respected adults of great influence doing this important work. So as students heading off to high school, how can we help to raise awareness regarding racism and privilege in order to move towards real change? Donc, en l'occurrence, qu'est-ce que nous pouvons faire élèves, enfin, je dis nous école, avec nos élèves, qu'est-ce que nous pouvons faire pour combattre le racisme? Jasmine, would you like to start, please? I think you can continue to have discussions about it like we are today. And if you see it occurring, hold the person accountable. Call them out for it. Stop them like you would stop bullying, because it's just another version of bullying. And continue to learn and, befriend people who maybe don't look like you. Thank you very much, Jasmine. Lilian, vous parliez tout à l'heure du fait de ne pas être neutre. C'est peut-être ça aussi que vous nous avez conseillé. Là aussi, je suis d'accord avec Jasmine. La première des choses, pour aborder une problématique, c'est d'en discuter. C'est de ne pas avoir peur de la discussion. Et surtout, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est-à-dire écouter ceux qui souffrent du racisme. Parce que très souvent, on a tendance à délégitimer le discours de ceux qui souffrent en pensant qu'ils exagèrent ou en ne voulant pas écouter parce que vous vous sentez comme si on vous culpabilisait. En fait, non. C'est écouter, se renseigner sur l'histoire du racisme et comprendre que le racisme, c'est avant tout infliger une violence existentielle à quelqu'un. Tous les deux, nous venons de raconter une histoire. Mais sachez que vous n'oubliez jamais la première fois. C'est une violence. C'est une vraie violence. Et le racisme, c'est extrêmement dangereux parce qu'il faut dire aux enfants que chacun d'eux, la chose essentielle pour pouvoir se développer, c'est qu'ils développent une bonne estime d'eux-mêmes. Et lorsque vous êtes attaqué sur ce que vous êtes, ben c'est extrêmement violent en fait. Et ça touche, oui, votre estime de vous-même, et donc ça vaut la peine d'en discuter. Et surtout, encore une fois, vous ne pouvez pas être neutre. Alors, si vous pensez être neutre, c'est que vous ne participez pas au changement de société. Merci Lilian. Another question, and I think it was a sixth grader, donc un sixième, un enfant en sixième. What is the most difficult part of being an activist? Quel est le plus difficile dans la tâche que vous vous êtes confiée de lutter contre les discriminations? Vous voulez commencer, Jasmine? Je ne vois plus Jasmine sur le panel. Non, moi non plus. Donc, peut-être qu'elle a un problème technique. Lilian, est-ce que vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît? En fait, je pense que le plus difficile, c'est se rendre compte que chacun de nous, on peut participer au changement. Parce que très souvent, vous vous dites que j'aimerais que les choses changent. Mais en fait, vous ne faites rien, en fait. Vous attendez le changement de l'extérieur. Et je pense que chacun de nous, nous devons avoir le courage de se dire, moi aussi, je vais participer à ce changement. Moi aussi, je vais m'éduquer pour éduquer les gens autour de moi. Et très souvent, lorsqu'on parle, vous savez, du racisme, on a toujours tendance à mettre des symboles comme Martin Luther King, comme Nelson Mandela,
en oubliant que ces hommes ont pu exister parce qu'il y avait des millions d'individus inconnus. Et donc, il faut faire partie de ces millions d'individus que l'histoire ne va pas retenir, mais qu'ils font changer les choses. Donc, c'est vraiment ça, je pense, la difficulté. C'est se dire, moi aussi, je vais y aller et moi aussi, je vais dire les choses. Moi aussi, je ne vais plus rien laisser passer. C'est-à-dire, si j'entends des amis tenir des propos racistes, sexistes, homophobes, eh bien, je vais leur dire, écoute, pourquoi tu dis ça? C'est pas juste de dire ça. Et même au sein de la famille, ça peut être ça. Si les parents tiennent des discours, vous pouvez leur dire, mais c'est pas juste de dire ça. Voilà. Merci. Une autre question donc, qui a été écrite en anglais, je la traduirai ensuite. Donc, je vais la lire d'abord en anglais. Donc, as people's perspectives are a result of, among other things, their own culture, personal experiences, and environment, how does your book reflect that not all white people may think the same? Est-ce que, je ne sais pas si on est en train de la traduire ou... Traduisez-la parce qu'il n'y a personne qui traduit. D'accord, je vais la traduire alors, d'accord. Donc en fait, la question fait référence en fait aux différentes perspectives que chacun d'entre nous peut avoir sur plusieurs choses, notamment sur notre propre culture, nos expériences personnelles, l'environnement, notre environnement. Donc comment est-ce que votre livre peut nous faire réfléchir sur le fait que toutes les personnes, on va dire, blanches, ne pensent pas la même chose, forcément la même chose. Alors, tout d'abord, ce serait totalement stupide de dire que toutes les personnes de couleur noire pensent la même chose, que toutes les personnes de couleur blanche pensent la même chose, ou peu importe votre religion, que tout le monde pense la même chose. Déjà, ça, c'est faux. Il faut simplement dire qu'on ne se rend pas compte, mais depuis des siècles, nous avons été éduqués à accepter des hiérarchies qui ont été faites, c'est-à-dire la hiérarchie selon la couleur de la peau. Et cette hiérarchie selon la couleur de la peau, peu importe votre catégorie, peu importe votre identité de couleur, vous avez des grandes chances de l'avoir intégrée parce qu'encore une fois, on ne la remet que rarement en question. Par exemple, dans le livre, j'essaie d'expliquer que je suis antillais et qu'aux Antilles, eh ben, quand il y a dans une famille des enfants de couleurs différentes, c'est-à-dire de pigmentation différente, eh ben, on va beaucoup plus aimer les enfants clairs de peau que les enfants de couleur foncée. Ça peut paraître bizarre, mais c'était le cas dans la génération de ma maman. Ou par exemple, lorsque ma maman était jeune, on lui disait qu'il serait préférable de se marier avec quelqu'un qui aurait la peau plus claire pour avoir des enfants qui auraient la peau chapée. Et en créole, avoir la peau chapée, ça veut dire la peau moins noire. Donc, cette idée qu'il y a une hiérarchie selon la couleur de peau et qu'être blanc, c'est mieux, en fait, beaucoup de personnes, peu importe leur couleur, ont intégré ce discours. C'est comme, par exemple, la hiérarchie entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'il y a même des femmes qui pensent que c'est tout à fait légitime que ce soit leur mari qui prenne la décision finale. Ça veut dire que peu importe votre couleur de peau, votre genre, eh ben, il y a des habitudes qu'il faut dépasser. Voilà. Merci. Merci. Donc, juste pour vous dire que Jasmine essaye de se reconnecter. Elle a des difficultés. Voilà. Voilà. Hi, Jasmine. Welcome back. Welcome back, Jasmine. Hi, sorry. So we have 1 more minute. So I'm looking for a question, 1 more minute before Richard taking over. Do you think athletes have a unique ability to fight racism? Est-ce que vous pensez que les athlètes ont une chance exceptionnelle pour lutter contre le racisme? So maybe you, Jasmine. Yeah, I think athletes have a very big platform. They're seen as role models in some way, especially with social media now. They have the ability to reach large groups of people.
at one time. And I think that we have the ability to use our platforms to educate and denounce racism, and yeah, just reach a lot of people and all different types of people. So I think it's a really cool and unique thing that we're able to do. Thank you. And pour you, Lilian? Alors, vous savez, ce qui est très intéressant dans la compréhension de l'histoire, c'est savoir ce qui marche. D'accord? C'est-à-dire que lorsque vous vous intéressez à l'histoire, vous vous dites, tiens, ça marche. Et historiquement, effectivement, il y a eu des athlètes aux États-Unis qui ont fait évoluer la société américaine vers plus d'égalité. Moi, je me souviens, j'avais eu la chance d'être invité par Richard Lapsich. Vous le connaissez? C'est à l'université d'Orlando. C'est quelqu'un qui travaille sur ces sujets depuis très, très, très longtemps. Et effectivement, il m'a fait connaître beaucoup de sportifs américains qui ont cassé la ligne de couleur. Et moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai été éduqué par ces personnages. Quand vous voyez Mohamed Ali, le travail qu'il a pu faire, quand vous voyez Jackie Robinson, le travail qu'il a pu faire, Tommy Smith, en fait, il y a beaucoup d'athlètes qui ont toujours dénoncé les inégalités. Et donc, voilà pourquoi moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai une fondation, c'est-à-dire que je profite de ma notoriété pour questionner la société sur certains sujets. Et effectivement, historiquement, ça a toujours été fait. Et ce n'est pas un hasard aussi que ce qui se passe aux États-Unis. Le fait de se mettre à genoux, ce sont les sportifs qui véhiculent et qui conditionnent la société à participer à ces choses-là. Et Jasmine a raison, il y a quelque chose aussi qui est une nouveauté, c'est les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'à partir du moment où sur les réseaux sociaux, en fait, ça touche le monde, ça touche des millions de personnes, des milliards de personnes. Et donc, vous êtes interpellé en vous disant, et vous, qu'est-ce que vous faites? Et si jamais vous aimez un sportif, eh ben, de façon inconsciente, vous allez suivre ce sportif-là. Non, c'est vraiment très, très intéressant ce qui se passe aux États-Unis avec les sportifs et qui rejaillit sur les sportifs en dehors des États-Unis. Thank you very much, Jasmine. And talking about social media, I really wanted to congratulate you and your club, Jasmine, Joel Rain. So I came across a very important video. I will just post it in the chat now. And I really recommend everyone to look at it. It is a very, very nice video that is eye-opening about our privileges. So please take a peek at it. That's a very, again, very important video. So now I would like to thank Lilian and Jasmine, and would like to turn it over to Richard Watts. So welcome into the panel. So Richard is an associate professor of French, PhD at UW. So Richard will start the conversation more specifically again about the book that Lilian wrote. Richard? Merci, Eric. And I do hope some of these questions that I'll be asking Lilian in relation to his most recent book, La Pensée Blanche, will provoke responses from others, but Jasmine in particular. So I'll try to reframe some of these questions about the book in a way that allows a broader participation. And in fact, je voudrais commencer avec une question qui n'est pas directement liée au livre parce que ça traite de l'actualité. Et je voulais vous demander, Lilian, si vous avez suivi les événements qui ont eu lieu au Capitole des États-Unis à Washington, D.C. la semaine dernière et comment vous avez réagi à ce que vous avez vu, surtout en relation à cette question de la pensée blanche. Alors oui, bien évidemment, je pense qu'il faut être d'une autre planète pour ne pas suivre ce qui s'est passé. Tout d'abord, je dois avouer que
on se dit, est-ce que c'est si surprenant? Vous voyez, c'est-à-dire que quand ça arrive, on se dit peut-être que ce n'est pas si surprenant en fait. Parce que l'être humain peut être conditionné au pire. Historiquement, on a vu que les êtres humains peuvent combiner des désastres au nom d'une certaine idéologie. Et généralement, lorsque vous êtes un groupe d'individus, vous avez besoin toujours d'un leader, parce que c'est toujours une minorité qui tire la majorité à faire des désastres. Et là, nous avons un président, effectivement, qui, depuis pas mal de temps, malheureusement, normalise la violence. Normalise la violence, normalise le racisme et, en fait, n'accepte pas, comment je pourrais dire ça, la décision populaire. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas la démocratie, c'est-à-dire le choix qu'on peut faire. Et donc, voilà pourquoi ça ne m'étonne pas. Et voilà pourquoi c'est extrêmement dangereux et pourquoi il faut éduquer les populations à comprendre ce qui se passe pour ne pas être manipulés. Parce que la grande majorité des personnes qui ont été au Capitole, ils pensent avoir raison. Hein. C'est ça qui est très grave. Ça veut dire qu'ils ont une éducation qui ne leur permet pas, effectivement, peut-être de prendre du recul. Et je trouve que c'est assez intéressant dans l'absolu ce qui se passe. Parce que vous voyez qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à croire à la démocratie. Ça, c'est très important. C'est pour cela que je dis qu'il faut éduquer nos enfants à comprendre qu'on ne peut pas être neutre. Il y a des gens qui ne veulent pas le changement. Il y a des gens qui pensent que les injustices, c'est tout à fait normal. La hiérarchisation entre les gens, c'est tout à fait normal. Et ce monsieur, qui, président des États-Unis, revendique une certaine suprématie de certains sur d'autres, une certaine légitimité dans la violence. Et donc, effectivement, ça débouche sur cette violence-là. Et ce qui est très intéressant, lorsque vous regardez les images, s'il y a des individus qui ne comprennent pas ce que c'est le privilège blanc, croyez-moi, en analysant les images, vous comprenez. Oui. Parce que si ça avait été des personnes non blanches qui auraient voulu faire ça, croyez-moi, il y aurait eu beaucoup de morts. Là encore, c'est dans l'inconscient collectif. Pourquoi? Parce qu'on va prendre l'image des personnes dites noires. En fait, on a construit l'idée que derrière cette peau, il y avait de la violence, que vous pouviez être en danger. Donc, le premier réflexe, c'est se défendre, parce qu'en plus, ils sont beaucoup plus forts physiquement que vous. Donc, il y a cette peur. Et donc, voilà pourquoi, effectivement, il y a des problèmes, que ce soit aux États-Unis ou en France, dans le rapport entre la police et les citoyens non blancs, parce qu'il y a cet inconscient collectif qui est chargé historiquement. Ce n'est pas parce que les policiers sont tous méchants, non, c'est qu'il y a un imaginaire collectif. Donc, quand vous voyez tout un groupe de personnes dites non blanches qui arrivent, pour voir, effectivement, c'est un danger. Et donc, c'est très intéressant à analyser et ça doit simplement nous mettre en garde, en fait. Et vous savez, ce qui m'attriste, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'écartent de ce président en disant là, c'est trop. Et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire qu'il faut leur poser la question à savoir pourquoi vous ne l'avez pas vu avant. Mais peut-être que vous ne l'avez pas dit avant parce que vous n'avez vu que vos intérêts propres, parce que vous le saviez quelque part. Et là, aujourd'hui, comme il a été très très loin, pour vos intérêts propres, vous vous écartez de lui. Mais c'est simplement des intérêts extrêmement égoïstes et ce ne sont pas les intérêts du peuple américain. Oui, nous sommes dans une passe ici aux États-Unis où on ne parle pas vraiment du collectif. Mais je voudrais juste dire que, heureusement, on commente beaucoup sur cette disparité de traitement entre
une population, un groupe largement blanc, entre guillemets, qui attaque le Capitole, et ce qui s'est passé pendant les manifestations de Black Lives Matter plus tôt dans l'année. Donc, c'est un fait qui est reconnu, heureusement, dans certains médias au moins. And I'll just turn this question then toward Jasmine. So in relation to what we've been talking about up to now, the sort of anti-racist pedagogy, personal experiences of racism and so on, just wondering how you reacted to the events in Washington, D.C. Of last week. What they meant for you, what they symbolize, and what sorts of lessons we need to draw from what we saw. Like William said, I wasn't surprised either. I think that, as he said, the president has been egging this on, so to speak, for a long time. I think what we can learn is that you can't stay neutral. Again, like William said, because this is what happened when too many people sat on the sidelines and refused to denounce what the president was doing. You know, it enabled these people to think that they could do this and get away with it. And if anything, we really, really learned that we need to speak out against racism, because if we don't, this is going to continue and it's going to get worse. And I read something online the other day that was very interesting. It was a piece talking about why you shouldn't compare what happened at the Capitol to Black Lives Matter movement. And I thought it was really important because, you know, one movement, the Black Lives Matter movement, is, you know, fighting for equality and you know, coming together to do peaceful protests. And what we saw on Wednesday had no intent to stay peaceful. And it was, you know, invoking violence. And to try and compare the two is kind of tainting exactly what Black Lives Matter movement is about and trying to do. And I thought that was a really interesting point. And I think it's important for all of us to hear. We shouldn't be comparing the two because they're not alike in any way. They're not alike in what they stand for. They're not alike in what they're fighting for. And they're not alike in the ways that they chose to act on what they believe. But I think, you know, again, the biggest thing that we should take away for it is that racism is dangerous. And we really do need to collectively stand up against it starting today. Yeah. Thanks, Jasmine. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le livre La pensée blanche, d'abord, je devrais dire que donc, je suis censé être spécialiste de ces questions. Je suis dans les études postcoloniales francophones depuis plusieurs décennies. Et je dois dire que j'ai appris énormément de choses à travers votre livre. Et j'apprécie vraiment à la fois votre puissance de synthèse, mais aussi votre patience. Et vous parliez auparavant de la difficulté d'écrire ce livre. Une chose que j'apprécie, et je ne suis certainement pas le seul, c'est une sorte de capacité de ne pas verser dans un genre de jugement personnel. Vous parlez de système, n'est-ce pas, d'histoire. Donc, tout cela, je pense, rend votre livre une intervention absolument cruciale à ce moment précis. Donc, c'est un livre, j'ai l'impression que c'est un livre qui est écrit quelque part pour, et je vais spécifier, la France métropolitaine. Et je dis cela parce que vous utilisez souvent le pronom « nous », et en disant « nous », j'ai l'impression, j'ai peut-être tort, que vous parlez de la France largement métropolitaine, bien que vous fassiez référence à toutes sortes de lieux et de mondes. Hein. Et donc, si c'est le cas, je voudrais vous poser la question, pourquoi est-ce que vous vous êtes focalisé sur comment le racisme fonctionne
en France en particulier, et comment vous imaginez la portée de votre livre hors de ce contexte particulier? Alors, tout d'abord, je vous remercie pour vos mots sur le livre. Effectivement, tout d'abord, oui, plus spécifiquement, je vais parler de mon pays, parce que je suis français. Mais la portée du livre doit aussi être en dehors de la France. C'est-à-dire que lorsque je parle de nous, il y a nous les Français, il y a aussi nous en tant qu'êtres humains. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que chacun de nous, on ne se rend peut-être pas compte, mais nous sommes héritiers d'une histoire plus grande que nous. Et dans cette histoire-là, il y a aussi l'histoire des hiérarchies selon la couleur de la peau. Et ce que je veux dire aux gens, c'est tout à fait compréhensible que le racisme existe aujourd'hui. Le contraire serait étonnant. Parce que je dis, par exemple, en France, jusqu'en 1950, on enseignait dans les écoles qu'il y avait une race supérieure qui était la race blanche. Ce livre a été édité tel quel jusqu'en 1977. Moi, je suis né en 1972. Et donc, j'essaie de dire aux gens, voilà, chacun de nous, nous sommes porteurs de cette histoire-là. Nous devons la connaître pour pouvoir sortir de ces catégories où l'histoire nous a enfermés, les catégories liées à la couleur de la peau. Et donc, pour comprendre cette histoire, nous devons remettre en question ces catégories, questionner l'histoire, pour voir que le racisme, historiquement, a toujours été un leurre. Et ce qui est très intéressant dans le racisme, c'est un discours qui vient masquer une violence économique. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'arrivée de Christophe Colomb, lorsqu'on parle de l'esclavage, de la colonisation, ce sont des systèmes économiques de prédation et de cupidité. Mais chaque système économique doit construire un discours pour légitimer sa violence. Et donc, on n'a rien trouvé de mieux de diviser les gens, et d'ailleurs diviser pour mieux régner, et on a divisé les êtres humains en les catégorisant, en supposant race de couleur de peau. Et vous peut-être, nous tous ensemble, peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais lorsqu'on parle du code noir, lorsqu'on parle du code de l'indigénat, lorsqu'on parle du système de la ségrégation, lorsqu'on parle de l'apartheid, mais nous parlons de la légitimation de la domination blanche. Et on ne peut pas sortir de cela, ça ne peut pas s'évaporer en un instant, parce que, encore une fois, l'apartheid se termine dans les années 90. La personne de Nelson Mandela que tout le monde glorifie aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, il était présenté comme un homme extrêmement dangereux et il a été mis en prison. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vous savez, le système qui dit que les hommes blancs sont supérieurs est injuste. Mais il a été en prison juste pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est de dire aux gens, OK, il faut que nous réapproprions l'histoire pour pouvoir la dépasser. Et moi, je reste persuadé que la grande majorité des personnes sont de bonne volonté. Mais je ne suis pas naïf. Je sais qu'en face, il y a des gens qui ne veulent pas le changement de société. Et donc, ils vont tout faire pour délégitimer certains discours. Mais les personnes qui délégitiment les discours d'égalité, ce sont les mêmes personnes qui sont les grands gagnants dans le capitalisme et qui vous disent qu'aujourd'hui, tout va bien. Parce que je trouve qu'on ne fait jamais le lien entre racisme et violence économique dans une société. Oui, et je veux dire, j'apprécie beaucoup, vous faites non seulement ce lien-là, mais vous faites aussi le lien à l'écologie. Et donc, ces trois systèmes sont liés à cette sorte de prédation économique et aussi prédation de la terre et des animaux. Déborah, Just we will change translator, interpreter. Okay. So, ah oui, c'est vrai. Jean-Jacques va remplacer Céline.
Non, c'est bien, c'est parce que c'est fatigant pour eux. Oui, c'est éprouvant, éprouvant. Donc, Oh, juste merci. pour rester un peu avec ces questions du destinataire de ce livre et de ces questions du nous. Donc, une chose, et je voudrais essayer d'inclure Jasmine dans cette discussion, le nous est devenu assez hasardeux, assez dangereux aux États-Unis, n'est-ce pas? On a du mal à parler d'un nous actuellement. Et pour le moment, les gens trouvent, et là je fais une sorte de généralisation, mais je pense que, et on voit cela avec Black Lives Matter, je pense d'une certaine manière, les gens trouvent que pour le moment, n'est-ce pas, on ne peut pas parler d'un nous. Il faut parler plutôt de revendications spécifiques, n'est-ce pas, qui sont liées à des histoires de racialisation et de racisme. Et je me demande si, dans le contexte français, on peut voir des choses où les gens voient les choses un peu différemment, qu'un nous reste possible pour le moment. C'est pour moi la question. Oui, Ok, mais je vais revenir vers Jasmine pour la même question. d'accord. Vous savez, moi, je pense que effectivement, on essaie petit à petit de détruire le nous. Mais je pense que c'est le système économique qui veut détruire le nous. C'est-à-dire le nous fait de nous des individus seuls. Ça veut dire fait de nous des consommateurs. C'est-à-dire que nous n'avons besoin de personne d'autre. Nous sommes autosuffisants. C'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que l'être humain a pu survivre parce que justement, il y a toujours une nous. Et avant le capitalisme, il y a le nous, c'est-à-dire vivre en communauté. Et il faut qu'on puisse se mettre d'accord dans quelle communauté nous voulons vivre. Est-ce que nous voulons vivre dans des communautés liées à la couleur de la peau, dans des communautés liées à la religion, des communautés de ceux qui portent des lunettes? Il faut qu'on se mette d'accord. Et moi, je pense que la communauté dans laquelle nous devons vivre, c'est la communauté humaine. Mais pour vivre et développer cette communauté humaine, il faut pouvoir décortiquer le discours économique. Et ce discours économique est une violence parce qu'elle elle détruit les liens entre les individus. Et c'est cela qui est extrêmement dangereux. Et il faut expliquer, c'est que sans le nous, on finit le nous collectif, on finit par isoler les hommes et les femmes. Et lorsque vous êtes seul, en règle générale, vous êtes proche de la folie. Et je pense que nous sommes dans une société qui n'est pas loin de la folie, parce qu'on a cassé les liens entre les individus. Et il faut réparer ces liens. Et le racisme, c'est quoi? C'est casser le lien entre individus en disant, toi, tu es d'une couleur différente, tu n'es pas comme moi. C'est casser le lien. Et je pense que nous devons reconstruire tous ensemble ce discours qui dit, attention, nous sommes des êtres d'émotion, nous avons besoin de l'autre pour vivre. Nous avons besoin de l'autre pour vivre. Et la violence faite à une minorité de gens, c'est une violence faite à vous-même. Le fait d'accepter la violence et le meurtre de certaines personnes, c'est quelque part faire mourir l'humain qui est en vous. C'est être aveugle aux violences. Et dans le livre, effectivement, j'essaye de relier ça à l'environnement. Mais pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'en fait, si nous détruisons cet environnement, mais comment on fait pour vivre? Ça n'a pas de sens, en fait. Et pourtant, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'y s'y intéressent pas. Et bien, ça fait partie des liens qu'on casse et que, en fait, vous ne réfléchissez pas à ceux qui ont autour de vous. Et donc, je pense qu'il faut remettre au sein du discours politique la communauté humaine. Et si vous me dites qu'aux États-Unis, vous êtes en train de perdre cela, eh bien, c'est extrêmement dangereux. Mais en France, c'est le cas. Moi, je suis d'une petite île en Guadeloupe où effectivement cette notion de nous en tant qu'individu, en tant que voisinage, existait fortement.
mais là aussi, c'est en train de disparaître. Mais en même temps, c'est le système économique qui construit l'idée que vous n'avez besoin de personne. Voilà. Right, merci. So, Jasmine, we've been talking about Liliane's use in the book of the pronoun we or us, and refers sometimes, I would say, in fact, often to that we or us as being, the people of the territory of France, of the French nation, broadly speaking. And I was wondering what you think about the use of a we to refer to people who belong to the United States of America, right? One of the things I was suggesting to Liliane is I think there's a difference in this conception of we or us in the US right now. And I'm just wondering if you have any thoughts on the possibility of talking about a kind of collective at this point, or are we rather in a state where we are sort of fighting parallel combats, right? And maybe we as a pronoun we'll be able to use again in the future, but that we can't use right now. I think that's a difficult question, but I would hope that we would stand for, the entirety of the United States. I think that the problem is, and Liliane touched on this a bit, is that for so long that there's been a dehumanization of Black people, that when people think of the word we, they automatically exclude people of color. I think that's the problem. If they saw this violence and hatred, taken out on another group of people, they would feel compelled to speak up and, fight against racism. But in too much of the population, that connection doesn't exist when it comes to people of color. But I think at this point in time, that lack of awareness is no longer an excuse. If you don't see it, then yeah, you're missing the boat, that this is a human rights issue, not just an issue against people of color. And if you don't want to join the fight against racism with all of us, then you need to look at yourself and ask yourself, well, why can't I see them as humans also? It really is a human race problem that we all need to work on together. And it's not just in the US, it's not just in France. Every country has a history of racism in some capacity. And it's going to take all of us to figure out how we can break down, the systems that have been enabling racism to continue on in this day and age. Yeah, that's great. And I think the proof of what you're saying is the fact that the BLM movement, the Black Lives Matter movement, had such an echo in France, and there were specifically Black Lives Matters, in those words in English, protests in France, both in recognition of the kind of shared struggle, but also in solidarity. And I think that's very, very important. Donc, une autre question autour d'un seul mot. Donc, c'est ce que nous faisons, nous, les profs de littérature. On se concentre sur un mot et on ne peut pas lâcher le morceau. Et ce mot, c'est le mot race. Donc, vous parlez dans le livre de ce changement dans la Constitution, du fait d'enlever le mot race de la Constitution de la Ve République. Et c'est un mot qui avait été rajouté en 1946, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, et réitéré en 1958, je pense. Donc, la logique, selon les gens qui ont voulu enlever ce mot de la Constitution, c'était que le mot lui-même constituait une sorte de racialisation. Que c'était une manière de suggérer qu'il y avait des races biologiques et que cela correspondait à un certain nombre de traits de caractère. Et en fait, que c'était seulement, quand le vote a eu lieu autour de ce changement, que c'était seulement les partis d'extrême droite
qui ils n'ont pas voté contre, mais ils n'ont pas voté. Donc, c'est une manière de voter contre. Donc, juste pour jouer un peu l'avocat républicain du diable, est-ce que ce fait d'enlever le mot ne serait peut-être pas une manière de participer à ce combat antiraciste? Et si vous n'êtes pas d'accord, y a-t-il peut-être une troisième voie, une autre manière de parler de la race dans la Constitution, n'est-ce pas, qui reste quand même un document très important dans la vie politique et sociale des Français? Mais écoutez, moi je pense que tout d'abord, le mot race peut être enlevé tout simplement en rappelant que peu importe la couleur de quelqu'un, ben, il doit avoir les mêmes droits, les mêmes égalités. Donc on n'est pas obligé de signifier que c'est une race. Et moi je pense que le fait de signifier qu'il y a ce mot race, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez le lire, effectivement, ça va construire l'idée que selon votre couleur, vous êtes d'une race différente. Qui dit race différente, dit catégorie différente, et de façon inconsciente, groupe différent. Sachant que en psychologie sociale, vous allez de façon inconsciente privilégier le groupe à laquelle vous pensez appartenir. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir une réflexion autour de la notion de race. Et ce n'est pas parce qu'on va enlever race qu'on va mettre fin au racisme, mais on va pouvoir en discuter de l'histoire du racisme. Et très souvent, je pense qu'il y a une méconnaissance de l'histoire du racisme. Et c'est ça le problème. Mais en même temps, s'il y a une méconnaissance du racisme, c'est parce que certains pensent que ce n'est pas important. Alors que moi, pour moi, ce serait fondamental d'apprendre aux gens, effectivement, qu'il y a une histoire du racisme et que chacun de nous, nous sommes portés par un imaginaire raciste ou racial ou racialiste. Mais ce que parfois on a beaucoup de mal quand même lorsqu'on parle du racisme, c'est analyser les concepts. Ça veut dire, pour moi, être blanc, c'est un concept. Être noir, c'est un concept. En fait, c'est analyser ces concepts. Et si on analyse ce concept, historiquement, si vous êtes dans la catégorie dite blanche, vous êtes éduqué à penser que vous êtes totalement légitime. C'est-à-dire que vous êtes la norme. Et en fait, c'est ça qui est extrêmement perturbant. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes aux États-Unis. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes dites blanches qui se disent qu'au départ, les Américains, eh ben, aux États-Unis, il y a des peuples premiers ou des peuples autochtones. Ça veut dire que nous sommes des migrants. Mais pourquoi les gens ne pensent pas comme ça? Parce qu'ils sont persuadés que c'est leur terre. Par contre, vous allez trouver des personnes qui vont dire vous les Noirs, ben, vous devez retourner en Afrique, vous n'êtes pas légitime ici. En fait, vous voyez, c'est une conception d'une certaine légitimité. Mais en même temps, c'est assez compréhensible parce que historiquement, l'Europe a construit l'idée que le monde lui appartenait. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps, le monde appartenait à quelques pays. Et nous avons grandi dans cette légitimité. Et donc, c'est très compliqué aujourd'hui pour certaines personnes de prendre du recul et de comprendre cela. Oui. Ce que vous écrivez autour de la conférence de Berlin, là, vous avez tout à fait raison, ça devrait faire partie de tous les programmes d'histoire géo, parce que c'est ce qui a consolidé cette idée que le monde appartenait à l'Europe. Oui, et donc en fait, vous voyez, et encore une fois, je ne culpabilise pas les gens, c'est-à-dire que l'histoire a créé des profils psychologiques. Oui. C'est ça en fait. Par exemple, moi je suis antillais. Ce qui est très intéressant, moi j'ai des amis qui viennent aux Antilles avec moi. Ils n'ont aucun doute que lorsqu'ils arrivent aux Antilles, ils sont en France. Ce qui est normal, c'est le territoire français, ce qui est normal. Par contre,
vous, Antillais, lorsque vous allez à Paris, pourtant c'est la France, pourtant vous ne vous sentez pas chez vous. C'est ça qui est très intéressant. C'est comme quand vous êtes un homme, en règle générale, se sent à l'aise et ne se pose pas la question à savoir qu'est-ce que c'est un homme. Une femme, ben, c'est ce que c'est être une femme. Donc, elle regarde à gauche, à droite pour se situer. Et donc, en fait, moi, je pense que moi, ce qui est très intéressant dans cette histoire sur le long terme, comment ça a fabriqué une façon d'être au monde, une façon de penser le monde, ou une façon de non penser le monde. Oui. Et je pense que c'est ce qui va nous permettre, encore une fois, de grandir. Parce que l'idée, c'est qu'on puisse grandir. Grandir, pour moi, c'est se confronter à soi-même et se confronter à ses propres peurs. Oui, exactement. Et oui, de ce point de vue-là, nous apprécions beaucoup votre utilisation de l'écriture inclusive, parce que là aussi, c'est une manière de subtilement, rapidement remettre en cause toutes sortes de préjugés et on va dire, de héritage intellectuel, n'est-ce pas, autour de certaines dominations qui avaient été, on va dire, naturalisées dans la langue. Et je m'excuse, je dois m'éclipser pour aller enseigner à l'Université de Washington. Mais je vous remercie énormément, vous and Jasmine. I just want to thank you so much for responding to our questions and being in dialogue with Liliane. And I wish you all a good day. And I think Eric is going to take over the emceeing duties and manage the Q&A. Thank you very much, Richard. And il n'y a pas à s'excuser d'avoir enseigné. Au contraire, on a vu l'importance de l'éducation. Donc, merci d'aller enseigner et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Merci. Merci. Et Eric, on va juste profiter de ça pour changer une dernière fois les interprètes. Très bien, très bien. Merci, Déborah. Pour les 15 dernières minutes, j'avais une question. Donc, la conférence se finira à 1h30. Très bien. Donc, pour faire aussi, comment dire, interagir avec nos auditeurs, je voulais savoir si on a des questions. Je ne sais pas si Kyle, qui est notre directeur de communication, est-ce qu'on a des questions de l'audience? We have quite a few questions, yes, indeed. Okay, so please, Kyle, you can choose. You want to, I'll say it in English, and if you want to translate it into French, Eric? Let's do that. First question, Liliane, can you describe your experience moving from Guadeloupe to metropolitan France? Donc, Lilian, est-ce que vous pouvez décrire votre expérience de la transition de la Guadeloupe vers la métropole? Alors, tout d'abord, il faut savoir que ma maman est partie de la Guadeloupe pour travailler à Paris et nous a laissé les 5 enfants en Guadeloupe pendant 1 an et après elle est venue nous chercher. Donc, c'est pour cela que je peux comprendre très facilement la problématique de l'immigration, vous voyez, des personnes qui partent de chez eux pour améliorer leur vie. Et donc, moi, je suis arrivé à l'âge de 9 ans. Effectivement, donc j'ai subi ce premier moment de racisme. Après, j'ai eu la chance de déménager dans un lieu où il y avait des personnes qui venaient un peu partout, de partout dans le monde. Du Pakistan, du Sénégal, de l'Algérie, d'un peu partout dans le monde. Et j'ai grandi dans ce monde-là. Et voilà pourquoi, dès petit, j'ai su que le racisme n'était pas naturel, en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'a construit et qui m'a fait comprendre que le racisme n'est pas naturel. Et donc, voilà pourquoi il faut dire aux gens, le répéter sans cesse, c'est pas naturel. Merci, Lilian. Une autre question, Kyle? Yeah, another question. What inspired you or drove you to write your book, La Pensée Blanche? Qu'est-ce qui vous a inspiré, Lilian, à écrire le livre La Pensée Blanche? Qu'est-ce qui vous a motivé? Ce qui m'a motivé, c'est, je dirais, c'est l'histoire de ma vie. D'accord? C'est l'histoire de ma vie. Et comme je réfléchissais au racisme depuis très très longtemps, j'ai écrit Mes étoiles noires,
Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que peut-être qu'il faut regarder les choses différemment. C'est-à-dire, très souvent, je regardais le petit garçon que j'étais. Et j'ai commencé à regarder les enfants qui m'ont insulté de sale noire. Et donc, je me suis dit, quelle est l'histoire qui emmène ces enfants à penser qu'être blanc, c'est mieux? D'où ça vient? Et donc, voilà pourquoi j'ai commencé à analyser les choses en disant, quelle est cette pensée qui emmène ces enfants de 9 ans à m'insulter de sale noire et à penser qu'être blanc, c'est mieux? Et donc, l'idée, c'est ça, c'est décortiquer cette histoire et questionner une catégorie qu'on ne questionne jamais et se dire, OK, ça vient de là, cette histoire-là. En fait, les enfants n'y sont pour rien. C'est l'héritage d'une histoire que peut-être eux-mêmes ne connaissent pas. Merci Lilian. Ariel, une autre question? Yeah, Lilian, do you think the best way to address these problems is, and Jasmine aussi, as well, in the educational system? Est-ce que vous pensez, Lilian, que finalement le meilleur moyen de faire changer les choses, c'est vraiment l'éducation? Alors pour moi, c'est une évidence, parce que chacun de nous, nous sommes le fruit d'une éducation. Nous ne sommes que ça. Nous sommes le fruit d'une éducation ou d'une non-éducation. Donc, il faut passer à travers l'éducation pour apporter des informations qui vont nous nourrir et nous emmener à développer la chose la plus importante, le fait d'être un être humain avant tout. Merci Lilian. What do you think, Jasmine, about the importance of education in teaching anti-racism as an agent of change? Sorry, can you repeat the question, please? Yeah, we were wondering, what do you think about the importance of education as an agent of change to combat, to fight racism? Yeah, I think it's extremely necessary. Just like Lillian said, like young kids are learning these habits without realizing it. And, you know, we need to start there if we're going to, you know, break up this whole system that is in place now. And it goes, you know, back with even what we teach about history and how we teach in America, for example, about how America was created. You know, some school districts don't even teach about slavery, which is crazy in and of itself. But we need to, you know, teach about the colonialism and how we even came to exist as a country, and the impact that that had on the indigenous people, and then talk about, you know, the impact that slavery had on the country, and learn from the other side of the story. You know, we still celebrate things like Founders Day in certain towns and don't talk about, you know, what it took, and how disruptive to the indigenous people, you know, those foundations of those towns were. And without really learning that history and that part of it, how can we understand racism and why the institutional racism that exists even got started? So it's definitely necessary. Thank you, Jasmine. And Eric, est-ce que je peux dire quelque chose par rapport à l'éducation? oui, Déborah. C'est pour revenir à ce que disait Jasmine, et quand j'ai lu votre livre, Lilian, en fait, j'ai appris tellement de choses, ça m'a fait peur, parce que j'aurais pas dû en apprendre autant, en fait. Et quand je vois également les références de livres que vous mettez, donc le travail de recherche qu'il y a derrière l'écriture de votre livre, et je me dis, en fait, le matériel, il est là, mais en fait, moi, on me l'a jamais appris, ce matériel. Mais c'est aussi ma responsabilité, parce que j'ai pas été le chercher. Et ça, c'est vraiment une résolution que j'ai. C'est qu'il y a beaucoup de ces livres que vous citez que je vais lire. Mais vraiment, je me suis dit que j'ai besoin d'être éduquée bien mieux que je ne le suis. Mais écoutez, alors,
si je peux me permettre, je ne suis pas d'accord avec vous parce que vous ne pouvez pas vous sentir coupable de ne pas savoir. Parce que normalement, ça devrait être une priorité. Il faut se poser la question pourquoi ce n'est pas une priorité. C'est-à-dire que partout où je vais, je discute avec les enfants, je leur demande alors les enfants, vous allez à l'école, mais pourquoi vous allez à l'école? En fait, trop souvent, les enfants, ils vous disent qu'ils vont à l'école pour trouver un métier. C'est peut-être ça le problème. C'est-à-dire l'école, il faut dire, il faut qu'on se mette d'accord, à quoi sert l'école en fait. Et si l'école sert aussi à construire des individus, à construire le nous collectif en tant qu'être humain, mais peut-être que c'est plus facile à arriver à enseigner certains sujets. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, et je le dis souvent, vous savez, moi je m'intéresse totalement à ce sujet, donc c'est normal que j'arrive à des informations, mais vous avez d'autres choses à faire dans la journée. Vous ne pouvez pas vous intéresser totalement à ces sujets. Donc, c'est normal qu'on ne sache pas tout ça. Voilà. C'est vrai, en revanche, que quand on parle d'éducation, on a tendance à croire que ça concerne que les enfants. Mais l'éducation, c'est à tout âge. L'éducation, c'est le fait de s'élever, d'apprendre davantage et d'agir en citoyen éclairé. Donc, cette éducation-là sur le racisme, sur les discriminations, elle est valable à tout âge. Donc, j'ai une petite phrase que je voulais lire, d'ailleurs, qui va nous donner un petit peu d'espoir, et je demanderai à nos invités de réfléchir à un message aussi d'espoir que vous pouvez nous donner, et aussi à un appel à agir. Donc, un de nos élèves, parce qu'on est quand même dans une école bilingue, un de nos élèves a dit « Je ne comprends pas pourquoi », alors c'est écrit comme ça, hein, c'est en franglais, comme on dit, « Je ne comprends pas pourquoi so many people are not nice with black people. They judge them, it doesn't make sense for me. » Où est le problème? Où est le problème? On ne comprend même pas pourquoi on parle de cela pour certains de nos élèves. Donc, pour dire encore une fois à nouveau que l'éducation, c'est à tout âge. Et je suis ravi d'ailleurs qu'on ait l'occasion d'apprendre par votre livre et aussi par nos conversations. Donc, je vais me tourner vers vous, Jasmine and Liliane, just to ask, because we are about to wrap up, what is your message of hope regarding racism and hopefully, how we can fight it? And what is your call for action? Quel est votre appel pour que nous puissions agir ensemble? Shall we start with you, Jasmine? Sure. I think that, racism is a scary and uncomfortable topic to discuss, but I think that we shouldn't shy away from that. I think we should continue to have the difficult conversations and learn together and hold each other accountable together. And I guess I would ask each and every one of you to continue to learn, and as you learn, also teach other people. Thank you very much, Jasmine. Lilian? Écoutez, c'est compliqué de répondre en quelques mots. Je dirais qu'il faut qu'on puisse nous éduquer chacun à savoir l'importance des décisions politiques. Parce que nous parlons de politique. Vivre ensemble, c'est prendre des décisions politiques pour qu'on puisse avancer ensemble. Et le racisme, le sexisme, les injustices, ce sont des volontés politiques. Et donc, nous devons remettre au centre de projets politiques l'être humain, le vivre ensemble, le partage. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Lilian. Merci. Thank you so much, Jasmine. It's already almost time to wrap up, so I would like to take some time to thank each and everyone who contributed to having this conversation. Donc, je voudrais remercier en premier lieu les personnes que l'on ne voit pas et qui nous ont beaucoup aidés. Donc, Jean-Jacques, nos traducteurs Jean-Jacques, Victor, Céline, merci à vous trois. Si on peut vous voir. Céline, est-ce que vous pouvez mettre votre caméra pour qu'on puisse vous voir? Et Jean-Jacques également. Merci à tous les trois. Merci Céline. Merci Jean-Jacques. Merci Victor.
Je voudrais aussi également remercier Brian Oil, qui est notre directeur technologie, qui est derrière pour être sûr que tout fonctionne bien, ainsi que Kai, donc, qui est notre directeur de communication. Merci à vous deux. Hey Brian, merci. Je voudrais évidemment aussi remercier nos panélistes, donc Richard qui a dû nous quitter, Déborah qui est vraiment la cheville ouvrière de tout cela aussi et qui en connaît une tonne maintenant sur Zoom. Remercier aussi Malik, évidemment, et remercier évidemment nos invités spéciaux, Lilian et Jasmine. Et merci à vous, à toutes celles et ceux qui sont avec nous aujourd'hui, ce soir ou ce matin, ça dépend où vous êtes, d'être avec nous pour en apprendre davantage, pour nous aider à combattre le racisme et que ce combat continue et qu'un jour, on soit peut-être plus même d'en discuter, mais je crois que là, c'est un vœu un peu pieux. Mais en tout cas, chaque petite chose que nous faisons les uns et les autres nous aide à combattre le racisme. Merci à tous, à très bientôt, et je suis sûr que nous aurons d'autres occasions de nous réunir et de continuer à travailler sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Au revoir. Merci Bye. beaucoup.